Pascal Blanchard a commencé à devenir ce que j'appellerais un historien intranquille. Un historien intranquille d'abord dans la recherche, avec cette thématique qu'il a portée avec un certain nombre d'autres, de faire passer l'histoire coloniale française au stade du post-colonialisme, qui permet, on l'aura compris, de redéfinir un certain nombre des citoyens de ce pays, et notamment d'aborder cette question qui a été très fortement cristallisé autour d'un titre d'ouvrage auquel il a participé, qui a été, je crois, un vrai événement au sens intellectuel du terme, en 2005, la publication de La fracture coloniale, même mise en musique, même mise dans des raps, puisqu'elle a fait l'objet de chansons. C'est aussi donc un chercheur au CNRS, mais c'est aussi un communicant qui anime une agence de publicité, enfin de communication, on va dire, qui a construit des musées, notamment pour des marques, et qui a participé à des grands événements de notre République en répondant à des appels d'offres. Et la plupart d'entre vous le connaissez aussi pour sa participation à des émissions de télévision, d'abord comme documentariste avec la grande série sur les Noirs de France, et puis comme intervenant régulier de cette émission de débat qui parfois nous hérisse, parfois nous amuse, qui s'appelle 28 minutes, qui est tous les jours sur Arte, et lui, il va régulièrement 1 ou 2 fois par mois, suivant les moments. Donc j'ai bien nommé Pascal Blanchard comme historien intranquille, qui va nous parler de notre identité intranquille, intranquillité identitaire. Chacun son style. Moi, je vais rester et debout et assis en même temps en me mettant au pupitre. Oui, tout à fait. Non, justement, je vais vous surprendre parce que je vais rebondir après ce que vous avez dit. Tout le monde dit que Benoît Hamon a fait une excellente émission cette semaine. Mais la seule réponse où il a été mauvais, c'est quand on l'a interrogé sur le départ de djihadistes de Trappes. Il était très embêté pour expliquer pourquoi 60 à 80 jeunes garçons et jeunes filles, avaient pu partir en Syrie. Tout le reste de l'émission, il était très technique, très pointu, très sympathique, très bon, très compétent, d'ailleurs au point que tout le monde a découvert que Benoît Hamon avait un cerveau et pensait. Sauf sur cette question, où en gros il a bafouillé face à un grand universitaire en étant incapable d'expliquer pourquoi 80 jeunes partent de Trappes. Dans le même temps, vous venez de parler de Fillon, qui n'a pas surpris certains et surpris d'autres. En tout cas, très peu étaient dans l'annonce quelques mois avant de sa victoire. Peu de gens ont remarqué que Fillon avait écrit un livre juste au lendemain des événements de cet été, dramatique, qui s'appelait « Vaincre le totalitarisme islamique ». D'un seul coup, il s'intéressait à un sujet qui n'était point dans sa spécialité, mais c'était la veille d'une primaire, et peu de gens ont compris pourquoi il avait choisi ce sujet-là pour appréhender sa primaire et son public. Dans le même temps, Emmanuel Macron, dont nous parlons, et qui cet après-midi rend une grande rencontre dans Paris à 15h, a abordé dans Le Point la question du colonialisme, la question de l'identité, ce qui a fait naître une polémique dans Libération, puisqu'il avait dit qu'une partie de l'émergence de l'État algérien était venue de la colonisation et que le colonialisme n'était pas que le blanc et le noir, que c'était plus compliqué. Mais pourquoi Emmanuel Macron, qui vise la campagne présidentielle, parle de ces questions-là? Peut-être parce que l'identité, en fait, le passé colonial, le blanc et le noir, la représentation, le regard sur l'autre, l'immigration, font qu'aujourd'hui, ces questions sont au cœur de la vie politique française. Vous allez me dire, écoutez, ça fait 20 ou 30 ans qu'on raconte ça, et avec Fabrice, il vient de rappeler un vieux métier qui était le mien, d'aller gratter des vieilles affiches coloniales pour parler du présent. OK, tout ça, c'était quand j'ai proposé ma communication avant que Trump gagne l'élection. Nous sommes d'accord. Nous sommes bien d'accord. Chacun a eu sa vanne. Moi, la mienne était simple. J'ai dit, ça m'arrangerait un tout petit peu si aux États-Unis, Trump gagne pour démontrer ce que je veux dire. Des hommes blancs votent pour Trump et des femmes noires ne votent pas pour lui. Ce n'est pas du hasard. C'est le produit de l'histoire. Et nous sommes donc face à quelque chose qui s'appelle être intranquille dans son identité. Ne soyez pas surpris, des blancs votent comme des blancs pour rester des blancs. Ça veut dire à la fois rien et beaucoup de choses. On pourrait dire c'est neuf, c'est nouveau, ça vient de rien. Aux États-Unis, les Blancs ont voté Trump parce qu'il était blanc, alors ils se sont dit je vais voter parce qu'il est blanc, pour défendre le fait que je suis blanc et c'est naturel.
Et Trump, bien sûr, n'a pas du tout favorisé ça, son entourage n'en a pas du tout parlé, et les femmes noires qui ont voté majoritairement à 93% pour Hillary Clinton ont voté par pur hasard pour une femme. Étant noires, elles se sont dit, Trump, il n'aime pas trop les femmes noires, on ne va pas voter pour lui. Bien entendu. Pas du tout. Ces questions sont en rémanence depuis plusieurs siècles dans nos identités collectives, et notamment en Occident. Et nous nous construisons à travers ça aujourd'hui, parce que être blanc dans la société française post-2015, avec un Front National qui depuis 40 ans rémane et parle de ces questions, ce n'est pas neutre. Et d'un seul coup, se penser comme blanc. Et je le fais souvent avec Lilian Thuram, dans des conférences que nous organisons, quand Lilian dit à la salle « c'est quoi les gens de couleur ?» Tout le monde a une réponse. Et quand il dit « c'est quoi les gens qui n'ont pas de couleur ?» Tout le monde est bien embêté parce que d'un seul coup, comme vous, il découvre ici à 96% qu'ils sont blancs. Et donc vous n'auriez pas de couleur, puisque les gens de couleur, c'est toujours les autres. Donc les gens sans couleur, c'est vous. Et donc vous n'avez pas de problème, puisque vous n'avez pas de couleur. Vous êtes blanc. En même temps, si on vous montre une feuille de papier, vous n'êtes pas vraiment de la même couleur. Vous n'êtes donc pas vraiment blanc, mais vous croyez que vous êtes blanc. Et certains pensent qu'ils sont tellement blancs qu'il faut voter comme des blancs pour rester blanc. Parce que la pire des choses pour un blanc, c'est de ne plus être blanc. C'est-à-dire quoi? De ne plus être un anti. Pour faire à peu près simple, mesdames, vous allez le comprendre très très vite, c'est quoi la plus grande peur pour un homme? C'est de se retrouver comme une femme, avec un salaire moindre, moins grande accessibilité à la tête du CAC 40, bla 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 bla. Vous l'avez tout de suite compris pour vous, mesdames. Mais pour un blanc, ça ne se passe pas comme ça. La peur, l'intranquillité identitaire, c'est de perdre le pouvoir que nous donne le fait d'être blanc dans une société qui est devenue métisse. Alors certes, le monde était déjà métissé avant. Mais ce monde métissé, donc le monde des empires, c'était facile. Il y avait la mer qui nous séparait, il y avait là-bas, il y avait ici. Et quand là-bas était ici, comme aux colonies, quand par exemple le maître était dans les Antilles, eh ben, le maître était blanc, il éditait un code noir, et dans le code noir, on définissait la loi pour le noir. Et c'était simple. Et ici, quand le noir arrivait, ou l'arabe, ou l'oriental, ou l'asiatique, les règles du jeu étaient faites, le blanc était le maître, et l'autre ne l'était pas. Ce temps a changé puisque la loi coloniale a disparu, que l'esclavage n'est plus, que les immigrations, certes, produisent encore des discriminations, mais que l'autre peut devenir français et citoyen. Comme dit Jamel Debbouze, il peut être icilien. Il est donc né ici. Mais pour étant icilien, né ici, il est toujours dans le regard collectif autre. Et donc il fait peur. On a peur de quoi? On a peur qu'il prenne notre place. En gros, je vais faire simple. C'est quoi aujourd'hui quelqu'un qui a peur de l'autre? Pas dans les beaux quartiers, certes, pour ceux qui ont un emploi sans problème, mais pour celui qui vit peut-être dans un quartier populaire, ce que certains sociologues ont démontré, c'est être au chômage, au 3e étage d'une tour HLM, de ne plus avoir de voiture qui fonctionne en bas parce qu'on n'a pas les moyens de payer l'essence dedans, d'avoir un voisin antillais qui, lui, a un travail, une jolie R12 Gordini, et va au travail tous les matins. Et là, on se dit, je suis moins que lui. Ce qui n'est pas grave en soi, c'est la lutte des classes, sauf que lui, il est noir. Être moins qu'un noir quand on est pauvre, en Afrique du Sud, ça a un nom, c'est être un électeur du Parti africain. Ça correspond à une histoire, là aussi. Être un petit blanc, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça produit des réactions. En même temps, nous sommes dans un temps où les politiques populistes, alors je rappelle que je pourrais faire la longue liste des élections qui ont eu lieu ces derniers temps, et on a eu de très très chaud aux fesses il y a quelques jours en Autriche, qu'en Italie on a vu le basculement, que bientôt se lancent des élections en Hollande, bientôt en Allemagne en fin d'année avec l'AfD qui monte, et bien entendu en France. Et je vous ai légèrement entendu, cher Robert, dire cette petite phrase, il peut y avoir des surprises dans cette campagne, et ces surprises, vues de ma fenêtre, seront forcément, et je le pense, profondément identitaires, et liées à l'identité, comme ce qu'il vient de se passer aux États-Unis. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, cet autre, non blanc, est devenu le point de connexion d'un discours sur soi. Ce n'est pas simplement la haine de l'autre, c'est aussi se définir comme un marqueur. Dans les années 30, 40, 50, 60, l'autre, même si beaucoup font le parallèle entre l'islam aujourd'hui, ou le musulman aujourd'hui et le juif d'hier, c'est beaucoup plus compliqué quand vous travaillez sur les années 30, qui est donc le grand moment de la peur identitaire, qui a fait monter les extrêmes et les populistes, et nous sommes dans un retour de ces années 30. Ce n'était justement pas seulement le juif qui était symbolisé et désigné du doigt comme l'autre, mais le communiste. Pourquoi? Parce que le communiste était l'ennemi absolu. D'abord, il était l'ennemi là-bas, avec le Comintern, avec Moscou. Il était l'ennemi ici, dans le sens où, même dans nos familles, il pouvait y avoir des convertis. Déjà des convertis, vous imaginez, les familles bourgeoises, le communiste pouvait peut-être être dans le repas dominical, mais surtout parce qu'il nous combattait, et nos armées combattaient le communiste aux colonies ou ailleurs. Et d'un seul coup, être français, c'était être contre ce communisme-là, contre cet ennemi de l'intérieur, contre cette figure absolue de la non-altérité. Et aujourd'hui,
À côté de cet étranger du communiste qui existait à l'époque, notre ennemi commun aujourd'hui, qui nous fonde en termes d'identité, c'est le musulman, nous le savons bien. Et mon ami Rachid Benzine, hier, a expliqué de long en large cette question-là. On a travaillé sur un livre commun pour en parler, mais c'est aussi le réfugié. Ça nous rend intranquilles. L'islam nous rend intranquilles parce qu'elle nous ferait perdre notre culture et qui nous sommes, et notre identité. Elle ferait basculer l'Occident dans un autre monde. Et bien entendu, le réfugié, c'est la colonisation inversée, c'est le débordement, c'est ce que certains appellent l'insécurité culturelle qui est provoquée, et tout ça nous ferait basculer dans notre monde. Alors tout ça ne serait qu'une vulgate d'un discours nationaliste, poujadiste, perdu dans notre temps, qui n'aurait aucun écho politique. Trump n'existe pas, le vote en Autriche est une pure invention à 47% au second tour, 47% dans le pays qui a connu l'Anschluss. 47%. On a vraiment eu chaud aux fesses. Et dans les prochains mois, des élections majeures vont nous démontrer que ce que je suis en train de dire n'est pas un débat franco-français. C'est l'ensemble de l'Occident qui est touché par ces questions, jusqu'à des pays comme le Japon. Cette pensée, elle n'est pas simplement théorisée par quelques intellectuels de seconde zone. L'un des papes du néo-réactionnarisme à la française, Alain Finkielkraut, écrit quoi dans Le Parisien lors d'une interview en novembre 2013. Et moi aussi, je vais le lire pour ne point faire d'erreur de son texte. Nous vivons désormais un moment paradoxal où toutes les identités sont légitimes en France, sauf l'identité nationale, où celle-ci, qui plus est, se vide peu à peu de sa substance parce que le présent, à l'âge de la connexion permanente, tend à occuper tout l'espace temporel. La France tourne la page de la France, et c'est dommage. Car la civilisation française est une grande civilisation, et la société multiculturelle qui lui succède risque d'être à la fois plus superficielle et plus agressive. Nous serions au début de la fin. Et cette fin, elle est par le métissage, elle est par l'immigration, elle est par la disparition de la France, par la disparition de nos cultures. Et dans le même mouvement, si vous relisez entre les lignes le livre de François Fillon, Vaincre le totalitarisme islamique, vous découvrirez que cette guerre n'est pas simplement une guerre militaire, une guerre contre le djihadisme au lendemain du choc de 2015 et les attentats de Nice, mais aussi une logique d'une guerre identitaire propre. Nous sommes au temps de Godefroy de Bouillon. Fillon, Bouillon, je ne l'ai pas faite, ça aurait pu être un très bon jeu de mots, je vous l'accorde, j'aurais pu le garder, mais au début, personne n'aurait forcément compris. Donc François Fillon serait le Godefroy de Bouillon des temps présents, qui lèverait le glaive des croisades et qui fonctionne. Vous allez me dire, mais, M. Blanchard, quel rapport entre la colonisation et les croisades? Chaque fois que quelqu'un me dit ça, notamment un journaliste, je le prends par la main, et là ça va faire rire Fabrice, et je l'emmène devant l'ancien palais musée des colonies de la Porte Dorée, où il y a actuellement le musée de l'immigration. Allez le voir, à la fois très beau bâtiment de l'art déco et de l'art colonial, et j'emmène ces journalistes sur le côté gauche du frontispice du musée. Et je leur dis, il y a ici 113 noms de grands coloniaux qui ont fait la France. Gallieni, Bugeaud, Lyotet. C'est eux qui, quelque part, nous hantent dans notre passé compliqué, que Jules Ferry sur les races supérieures, les races inférieures. On est un peu dans l'ambiguïté. Et je dis toujours aux journalistes, quel est le nom du premier colonial qui a fait ce grand empire colonial français? Et généralement, le journaliste me dit, ouf, je ne l'avais pas vu comme ça. Godefroy de Bouillon, roi de Jérusalem, début de l'histoire impériale française, 1099. Un empire de 1000 ans. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas ce qui nous hante, nous Français aujourd'hui, et dans chacune des histoires, ce qui hante l'Amérique avec son esclavage et la question noire, ce qui hante l'Allemagne, ce qui hante la Belgique, ce qui hante les Pays-Bas, ce qui hante l'autre par rapport à son histoire. Nous sommes dans une histoire qui nous hante aujourd'hui parce que ce que nous avons construit comme le monde avec un Occident qui domine le monde et qui met l'autre à distance devient aujourd'hui une situation ici, chez nous, qui crée l'inquiétude parce que cet autre qui n'a jamais été notre égal réclame l'égalité. Parce que cet autre se réclame français ou américain, parce que cet autre est tout simplement d'ici et que cet autre réclame tout simplement de vivre ici. Alors, tout ça, bien sûr, nous fait dire que nous devrions aujourd'hui dépasser et prendre conscience que le vivre ensemble, ce très beau slogan inventé dans les années 80-90, devrait fonctionner comme une allumette. Nous le savons que ça ne marche pas, et c'est bien là l'un des plus grands échecs de la gauche que de n'avoir eu qu'un slogan sans avoir de politique publique qui l'accompagne. Non, ce n'est pas facile de vivre avec l'autre. Non, ce n'est pas facile de vivre avec la religion de l'autre. Non, ce n'est pas facile de vivre avec la culture de l'autre. Non, ce n'est pas facile de vivre quand on est pauvre, dans une tour HLM, qu'on n'a pas d'emploi, que les voitures ne marchent pas, que les transports sont en commun et qu'en plus c'est un jour de pollution avec la plaque paire, on ne peut pas aller au boulot. Tout ça n'est pas facile. Et vivre avec l'autre, ça s'apprend. Pendant très longtemps, les pouvoirs publics ont pensé que l'intégration, par exemple, c'était à l'autre de faire l'effort. Tu vas t'intégrer, tu vas voir, ça va bien se passer, tu vas passer par des processus. Mais on a complètement oublié que l'intégration, c'est comme une histoire d'amour. Les deux doivent se rencontrer, se connaître, se parler pour vivre ensemble.
Si vous n'avez pas ce processus-là, ça ne fonctionne pas. Et donc les identités s'opposent. D'une part, elles se communautarisent, elles se replient donc sur la dernière chose qui est un espace de protection. Je suis dans ma communauté, je suis reconnu dans ma religion, dans ma couleur de peau, dans mon parcours, dans ma culture. Je suis là protégé et je suis fort. Et l'autre se replie dans sa communauté nationale en se disant l'autre me fait peur, il m'agresse, je me replie. Donc les communautés se regardent, s'observent, ne se parlent pas, ne se croisent pas. Et malgré cela, la France est en Europe le pays d'immigration qui a le plus de mariages extra-communautaire, entre deux communautés. On se demande comment ça a pu réussir dans un pays où l'inquiétude de l'autre, le discours sur l'immigration, nous possédons un des partis d'extrême droite anti-immigrés le plus anciennement ancré de toutes les démocraties d'Europe de l'Ouest avec le Front National. Ce que beaucoup de gens oublient. Et le Front National, pour faire un cours d'histoire extrêmement rapide, c'est à la fois la réaction des derniers nostalgiques de Vichy, mais surtout de ceux qui avaient perdu l'Algérie française 12 ans après. Eux aussi, vous me direz, avaient ce petit lien avec le passé colonial. Donc nous sommes dans un temps où ces questions ont l'air très lointaines. Bien entendu, quand M. Fillon nous dit que la colonisation française en pleine campagne des primaires, c'est ni plus ni moins qu'amener la culture au monde, plus personne n'est surpris et lui répond. Bien entendu, quand vous avez une gauche qui a été incapable, et je vais le dire très clairement, pendant 5 ans de gérer la question des identités, la question de l'immigration, la question de la diversité, plus personne ne comprend pourquoi ils iraient voter à une primaire, notamment quand ils sont dans les quartiers populaires ou dans nos outre-mer, car ce gouvernement n'a rien fait sur ces enjeux-là pendant 5 ans. Parce que ces questions font peur. De droite comme de gauche, on ne sait pas comment appréhender ces questions, parce qu'on voit bien que face à nous, ce n'est pas la raison qui fait parler l'électeur, c'est la passion, l'émotion. Et avoir peur n'est pas quelque chose de simple. Quand Christophe Guilly, avec qui je ne m'entends à peu près jamais, mais pour autant sur lesquels j'ai quelques points communs, nous parle de ces territoires périphériques où des gens quittent les quartiers populaires où ils ont peur pour vivre en lointaine banlieue, il faut l'écouter. Il faut l'écouter parce que oui, la peur existe dans la tête de certains qui ont peur, certes de l'autre, mais qu'un autre dont on a peur parce qu'il a été fabriqué comme dangereux. Et dans un contexte international, et Madame l'a très bien expliqué, avec une guerre qui est à la fois à nos portes, mais qui est aussi chez nous avec les réfugiés, est notre quotidien dans les médias, et dont on nous rend inquiets systématiquement par cet autre qui, pour combien de passeurs, pour combien de réfugiés, il y a à l'intérieur d'eux de terroristes qui pourraient demain venir nous tuer. Rappelez-vous ce discours aussi dans l'émission de Hamon, de ce membre du Front National, qui a questionné Hamon sur sa responsabilité à lui, ayant appartenu à un gouvernement, d'avoir laissé certainement passer des terroristes parmi les réfugiés. Donc si vous dites aux gens « terroriste égale réfugié », vous imaginez leur état d'esprit dans le temps présent. Il y a 2 ans, on avait écrit et théorisé ces questions-là dans un ouvrage qui s'appelait « Le Grand Repli », avec Ahmed Boubaker et Nicolas Bancel. Et on avait expliqué que tout ça était en train de perturber une société équilibrée, ce qui sous-entend, pour certains, que la société équilibrée dans la tête de l'électeur lambda, c'est une société blanche et chrétienne. Merci Nadine Morano de nous l'avoir répété avec des mots si beaux il y a peu de temps. Et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que certains ont peur, et c'est tout à fait normal, de basculer dans le futur, de basculer dans autre chose, de basculer dans un autre monde. C'est à peu près la même peur que les hommes avaient au début du siècle quand on leur annonçait qu'un jour les femmes voteraient. Et oui, ne rigolez pas. C'est la même chose. Si vous aviez entendu parler des hommes dans les années 20-30 à qui on a expliqué, vous savez, des femmes dirigeront les entreprises. Vous savez, des femmes voteront. Vous savez, des femmes seront députées. Vous savez, des femmes participeront peut-être à la primaire de la gauche. Ils auraient été paniqués. Paniqués. Alors aujourd'hui, imaginez, et là vous comprendrez beaucoup mieux pourquoi on a agressé de telle manière Madame Taubira, que des femmes venant des Outre-mer, n'ayant pas la langue dans leur poche, noires, fassent la loi. Non, il faut leur envoyer au temps des bananes. C'est inacceptable. Il y a encore à peine 3 siècles, nous étions au temps du Code noir. Tout ça nous paraît aujourd'hui risible, sauf que nous sommes dans une société française, pour prendre que celle-là, où 12 millions de personnes ont au moins un grand-père et une grand-mère nés dans les Outre-mer, actuels ou passés. Ces questions sont essentielles pour ceux qui ne sont pas issus de cette histoire et pour ceux qui en sont issus. Je pense qu'ici, les 2 tiers d'entre vous, dans le repas de Noël ou dans une des fêtes de famille de fin d'année, vous aurez quelqu'un qui n'est pas un bon Gaulois, dixit Nicolas Sarkozy, à table pour un des repas. Nous sommes le fruit de cette histoire, à titre personnel comme collectif. Et pourtant, ces histoires ne sont toujours pas digérées dans une société qui se pense encore comme blanche, alors qu'elle ne l'est plus depuis très longtemps. Et donc la réaction de Trump aux États-Unis est d'un vote incroyable, de constater que même des femmes blanches, malgré tout le discours de Trump sur les femmes, et pour Marie-Laure, j'avais fait une interview à Sophina.com qui est essentielle à comprendre, elles étaient d'abord blanches avant d'être femmes. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas que le marqueur identitaire est devenu le premier marqueur électoraliste.
est devenu le premier marqueur de positionnement des individus. La classe n'est plus en tête de nos réflexions mentales. La race, comme au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, est redevenue un élément majeur de nos identités. Il me reste combien de temps, Fabrice, s'il te plaît? Tu as dépassé. D'accord. J'allais le dire, au moment où j'allais dire le retour du petit blanc. Une minute. Une Allez, minute, merci à toi. Ce retour du petit blanc, aujourd'hui, doit être vraiment analysé comme un élément à la fois d'analyse électorale, d'analyse politique, et ne doit surtout pas être pris simplement en désignant l'électeur du Front National du doigt. Nous sommes dans un moment de crise qui était, je vais peut-être vous surprendre en vous disant ça, inévitable. Il ne fallait pas penser que nous sortirions de ces histoires impériales, des histoires coloniales et des guerres coloniales de colonisation et de décolonisation, dans cette violence qui a rémané dans ce temps où on a inventé à chacun une place au nom de sa race d'une manière indemne. Certains ont cru que seuls les empires coloniaux vivraient un post-colonialisme douloureux. Chacun d'entre vous ici, sans le savoir, vous êtes dans un temps post-colonial et vous vivez un temps post-colonial douloureux. Et ça va continuer. Ça va continuer parce qu'on ne sort pas indemne tout simplement des grandes brisures du passé. Nous savons ce qu'a représenté la Seconde Guerre mondiale et la compréhension difficile de cette violence que cette guerre a portée. Nous savons encore pourquoi nous sommes portés par les valeurs de laïcité. Une vieille loi de 1905. Nous savons pourquoi la Révolution française, un vieux truc du XVIIIe siècle, nous fabrique encore. Et nous ne serions pas fabriqués par un empire colonial qui s'est à peine éteint en 1960. Mais vous rigolez. J'espère que vous rigolez là. Un manuel scolaire à Thiers de 1958 expliquait à vos parents, et pour certains à vous tout petits ici, la dernière leçon sur la dernière page 78, pourquoi la race blanche domine la Terre. Merci Jules Ferry. Tout ça, pour terminer par une phrase, et je citerai Michel Mvorka, qui m'a, beaucoup appris et qui a participé à l'époque à cet ouvrage La fracture coloniale. Cette phrase et ce constat essentiel. Je constate que nos sociétés ont tendance à l'ethnicisation et à la racialisation. Avant de se voir en termes de classe sociale, la France se voit maintenant en termes de groupes religieux, de groupes ethniques. À partir du moment où une société comme la nôtre se fragmente ainsi, elle ouvre la voie au racisme et elle s'enfonce dans l'intranquillité. Ce qu'il veut dire et ce que nous devons comprendre, c'est à force de ne pas vouloir, à droite, penser les questions d'identité, comme à gauche, à ne pas vouloir y réfléchir mais les manipuler, ou en jouer de manière électorale sur certains territoires de la République, nous allons nous prendre un énorme boomerang dans la tête. Car dites-vous bien une chose, ce qu'a produit l'histoire coloniale, nous n'avons à peine commencé à le décoloniser dans nos imaginaires. 3 siècles et demi d'histoire coloniale nous précèdent. Nous sommes partis pour quelques années difficiles, malgré ces fantastiques primaires, où ces questions seront, je n'en doute pas, très peu abordées. Merci à vous.